with it. Balancez vos ondes positives. Positives. Vous entendez déjà plein de voix, plein de petits trucs comme ça, c'est quand même génial. Bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour la tribu. Voilà, bienvenue dans Balancer vos ondes positives. Balancer vos ondes positives, c'est une façon de voir la vie, la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. C'est notre vision positive, notre vision optimiste. Quels que soient les thèmes qu'on va aborder, les sujets de notre vie, on le verra toujours du côté bouteille à moitié pleine. On mettra en valeur des initiatives qui rendent le monde meilleur. C'est une dizaine de chroniqueurs et de chroniqueuses dont vous avez entendu déjà des jolies voix. Dizaines de chroniques qui viennent de tous les milieux, de tous les univers et qui sont là ensemble pour pouvoir créer quelque chose et pour pouvoir vous apporter ces ondes positives. C'est un joli mélange, un joli mix détonnant. Et je suis très très heureux de vous retrouver pour le 4e épisode de ces Balancer vos ondes positives. Merci d'être là et merci à vous de tous les commentaires que vous nous faites sur les réseaux sociaux. C'est très très utile. Nous apprenons à grandir ensemble et à corriger les choses qu'il y a à corriger, à améliorer les choses qu'on peut améliorer parce que tout est toujours améliorable. Et je n'ai pas dit il faut. Je n'ai pas dit il faut. Bien vu, belle référence à la semaine dernière. Absolument, absolument. Oui, il y a 2 semaines. Ouais. Nous sommes le 19 février, et donc que ce soit clair entre nous, nous sommes samedi et il est 10h du matin. Voilà, comme ça tout le monde. Allez, autour de la table aujourd'hui pour ce 4e épisode, 7 compagnons et compagnes de route, dont vous allez entendre les voix, mais nous avons aussi derrière, dans l'arrière-cour, dans l'arrière-salle, 2 autres compagnons qui sont là, Romain et Édouard, qui sont là pour nous soutenir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez les uns les autres ? On va commencer par Vince. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens super bien et très rapidement, ton jingle, c'est de la triche. Pourquoi ? Parce que, en fait, il met des tubes sur des tubes et j'ai toujours envie de les chanter. Et tu sais, c'est des trucs qui me ramènent, tu vois. Ah, cette musique, elle est trop bien et tout. Et ça me donne vraiment, tu sais, du peps, de l'énergie positive. Je suis trop content. Et puis, tu passes à la suite et ça me rend encore plus heureux. Puis, tu passes à la nouvelle musique et ça me rend encore plus heureux. Non, mais je vais voler ton jingle, ça va être ma sonnerie de téléphone. Tous les matins, ça va mettre en forme. C'est un vol que je veux, que je reçois et que j'accepte avec plaisir. Eh ben, prends. Et si jamais tu veux que je te dise comment je me sens comme ton jingle d'intro. Voilà. Oh, ça c'est joli. Emna, comment tu te sens ? Merci Vince. Je me sens amoureuse. Ah, merci Emna Chaouch. Alors. De qui ? Nathalie Gilly. Eh ben moi, je me sens délicieusement tranquille. Délicieusement tranquille. Édouard qui est là avec sa casquette vissée sur la tête. Je suis curieux. Isabelle. Ça roule. Isabelle, Romain, viens, puisque tu es là quand même. Ravi de vous entendre. Alors, Carolina. Je me sens super. Elle est focalisée parce qu'elle a le téléphone, elle fait les réseaux sociaux, donc c'est difficile de faire plusieurs choses à la fois. Oui, apparemment, les femmes en sont capables. Oui, j'allais dire, c'est une femme, non, c'est pas vrai, on n'est pas capable de faire ça, ni les femmes ni les hommes. Merci Carolina. Stéphanie. Moi, ça va bien, tous les chakras sont ouverts. Tout va bien. Virginie. Alors, je suis inspirée aujourd'hui. Merci. Et puis, Valérie, pour terminer. Eh bien, je suis comme Emna, amoureuse. On avait dit que tu devais rien dire. Balancez vos ondes positives. Positives. Merci d'être là. Dans nos 3 premières chroniques, nous avons évidemment 3 premiers chroniqueurs ou chroniqueuses. Alors c'est qui ? Nous avons Isabelle Demailleux, nous avons Vince Quintet et nous avons Valérie Malice. Tout d'abord Valérie, de quoi s'agira-t-il aujourd'hui ? De parler un petit peu de ce qui se passe dans l'envers du décor. Ah oui, c'est parce que tu es celle qui raconte notre aventure. Oui. Comment est-ce qu'on construit une équipe et qu'est-ce qui se passe dans cette équipe ? Alors ensuite, nous aurons Isabelle Demailleux. Moi, je vais vous raconter une histoire autour des addictions. Les addictions, merci. Et puis nous aurons d'abord Vince Quintet. Enfin, peu importe. Ouais, Vince Quintet, pas forcément dans l'ordre. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi ? Ah, je sais pas comment je peux dire ça. Hasta siempre a l'évolution. Voilà. Et je sais pas comment le dire en allemand, sinon je te l'aurais dit. C'est très bien comme ça. Alors Val, tu nous emmènes au cœur même de notre histoire, au cœur même de notre aventure. Comment est-ce que ça se passe quand on construit un groupe, une équipe comme celle-là ? Je vais d'abord planter le décor d'équipe.
un rédac-chef, 10 chroniqueurs, une équipe en construction. Et comme souvent, au début, c'est un peu la lune de miel. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Parce que pour se sentir inclus, nous avons inconsciemment souvent à répondre à ce que nous pensons être la norme sociale de l'équipe. Et soudain, il suffit de rien pour que nos naturels reviennent au galop. La demande du rédac-chef, c'est donner par ordre de préférence notre choix sur la couleur du design de Balancer vos ondes positives. La décision finale sera prise à la majorité. Je me suis senti seul d'ailleurs. Cette requête nous est envoyée par WhatsApp un mardi à 11h45. Pardon, je veux dire 23h45, avec un délai extrêmement raisonnable d'un vote qui se clôture le mercredi, enfin le lendemain matin, à 9h du matin. Profil du rédac-chef, inclusif, spontané et dernière minute. J'en connais d'autres qui créent sous la pression, mais quand même c'est perturbant à chaque fois. À son avantage, la clarté de ses instructions. Voter avant demain 9h, 4 couleurs, un ordre de préférence à donner. Honnêtement, j'ai pas vu le message mardi soir. La marmotte que je suis dormait déjà. Je le lis le lendemain matin quelque part entre mon réveil et ma douche, vers 6h30, et pas assez réveillée pour y répondre. La suite. 7h08. Petit rappel du rédac-chef. Merci de voter avant 9h. Bise. Le bis, bon, ça passe. 7h55. Première réponse avec respect des instructions. Ordre de préférence. Et moi, je pense profil premier ou première de classe. 3 autres réponses suivront dans la foulée. La première avec juste une préférence. Le petit rapide de la bande. Une seconde qui répond parfaitement aux consignes. Et puis une troisième qui donne ses préférences et complète avec une petite correction de texte au niveau d'une typo. Observatrice minutieuse. J'adore. Avant 9h, 2 autres réponses suivront. L'une qui donne juste une préférence et l'autre qui donne un ordre de préférence. Bref, je rigole de réaliser à quel point une même instruction peut être interprétée différemment. 9h, fin de délai. Je coupe mon téléphone, mes ateliers d'animation m'attendent, et là, les gars, j'aurai le fou rire en découvrant en fin de matinée la suite des échanges. Post 9h donc, nous avons un créatif qui propose des améliorations sur le design avant de donner son ordre de préférence. J'adore. Une distraite qui posera d'abord la question de savoir s'il ne fallait en choisir qu'un ou donner un ordre de préférence. J'ai juste envie de lui écrire « relis la consigne ». Expliquera ensuite qu'elle a utilisé les émoticônes pour voter sur celui qui lui plaisait le plus. Et là, je réalise qu'elle n'est pas la seule. Et proposera finalement une alternative au vote en créant un sondage. On n'a pas reconnu Edna. C'était la nouvelle mode sur WhatsApp, hein. Ça venait de sortir, donc il fallait l'utiliser. Et d'ailleurs, on était 3 à avoir voté. Alors, distraite et créative, je pense qu'Einstein se cache en partie chez elle. Il y a du génie. Et moi, Merci. perdu. Je dois répondre aussi au sondage ou pas? Heureusement, dans la foulée des messages, nous avons une personne structurante qui propose de suivre la consigne. Ouf, Dieu merci, on a une personne dans le groupe qui repose le cadre avec beaucoup de bienveillance. À 10h24, les remerciements du rédac-chef sont envoyés, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec bise. Les retardataires optimistes répondront encore dans la partie. Histoire qu'on ne sait jamais. Bref, une illustration simple et tellement belle de notre humanité. Parce que quel que soit le monde dans lequel se vit l'équipe, que ça soit notre monde professionnel, personnel, familial, amical, sportif ou tout autre, nous rencontrerons toujours des premiers de classe qui varieront par ailleurs en fonction des sujets, des créatifs, des distraits qui oublient ou ignorent les instructions, revisitent le contenu ou le processus. Il y aura des suiveurs qui répondent après avoir vu les premières réactions. Il y aura des retardataires qui ont cette capacité à re-questionner les résultats. Il y aura autant de profils que d'humains. Et quelle richesse! Oui, je souris de ce que j'ai vu pour un choix de design. Consciente aussi que cette histoire aurait pu vachement m'irriter. C'est vrai, quoi. C'est franchement pas chinois ce qu'on vous a demandé quand même. Alors, merci à vous les copains de me rappeler que la splendeur du groupe se trouve dans la richesse de chacune des personnalités.
Et vous qui nous écoutez, quelle richesse allez-vous trouver aujourd'hui dans chaque personne que vous croiserez? Merci Valérie. Et finalement, on a choisi quoi comme design? Turquoise. Oui, turquoise. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'on m'a clairement dénoncé, alors qu'il n'y a aucun autre nom qui a été cité. Donc, je demande à ce que les autres soient cités aussi. Réparation. Et la première consigne était de ne pas communiquer sur WhatsApp. C'était on arrivait à fond. C'est juste. Alors là, tease pas trop, parce qu'il y en a une prochaine qui arrive là-dessus. Oui, attends, oui. Donc effectivement, merci en tout cas Valérie d'avoir raconté notre histoire. Et je trouve qu'il y aura encore plein d'autres choses à vivre ensemble. Vous allez le voir. Et maintenant, allez voir le beau design, parce qu'il nous a quand même pris beaucoup de réflexion. Donc... Et vous verrez aussi d'ailleurs nos photos, parce qu'on a fait une séance photo là, il y a quelques minutes. Et d'ailleurs, justement, s'il faut voir le design, on doit le voir où? Carolina, la community manager, social editor de Balancer vos ondes positives. C'est quoi l'Insta? C'est quoi l'Insta? Mais l'Insta est VOP.podcast sur Insta. Ouais, voilà, comme ça les gens peuvent s'abonner aussi. Très bien, bien vu. Ah, t'inquiète, on a eu un bon patron. Balancez vos ondes positives. Alors, monsieur Vince Oui, à moi. Alors, je veux dire que vous avez une drôle de mine aujourd'hui. Ah bon, vous trouvez? Très beau jeu de mots. Non, mais je voulais faire genre, j'avais pas capté en fait. Effectivement, nous allons parler d'une mine, nous allons parler de ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne, à Lützerath, plus exactement, avec une ZAD. Tout le monde sait c'est quoi une ZAD? Non. Oui. Je peux faire preuve d'un peu de pédagogie. ZAD qui signifie zone à défendre. Voilà, Spartiate, quel est votre métier? Ah ouh, voilà, c'est un petit peu ça. Puisqu'il y a de plus en plus de ZAD, il y en a à Anderlecht d'ailleurs, d'entrepôt. Il y a des ZAD, vous en trouvez partout. Il y a eu la ZAD d'Arlon. En fait, ce sont des zones, quel que soit ce qu'il y a. Parfois, on se dit, ah bah non, on aime bien cet endroit, on aime bien ce quartier, on veut pas le démolir pour mettre un nouveau supermarché. Ou alors, ah bah non, on aime bien cette forêt. On ne veut pas y toucher pour pas mettre une autoroute. Et alors des gens viennent, s'installent, et là il y a un monde de créativité incroyable qui commence à se développer. On construit des cabanes dans les arbres, on construit des tunnels un petit peu comme si on était en plein milieu de la Grande Guerre, et tout ça pour défendre les zones. On mine, non pas de mine quand même, mais même si on va y arriver. Et en fait l'idée c'est vraiment de se dire on va protéger un lieu, on va protéger un endroit. Et Lützerath, ça faisait des années qu'ils avaient en fait, comme à Notre-Dame-des-Landes pour la construction d'un aéroport en France, ils avaient une ZAD, une zone à défendre où des gens de toute l'Europe sont venus, y compris des Allemands bien sûr. Et puis il y a eu un événement incroyable. Alors il faut préciser avant l'événement incroyable, pourquoi est-ce qu'il y a une ZAD dans cet endroit-là à Lützerath? C'est parce qu'il y a du lignite. Vous savez c'est quoi du lignite? Non. C'est du charbon. Exactement, c'est le charbon de basse qualité, c'est le charbon un peu éclaté, un peu pourri. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne va chercher ce charbon bon marché, qui brûle beaucoup moins, qui a moins de densité énergétique que le charbon lui-même et qui pollue plus? Eh ben parce qu'ils sont un petit peu en S, si je peux traduire, ils sont un peu plus en galère. Alors pourquoi en galère? Parce qu'ils se sont dit, ah bah venez, avec Fukushima qui s'est passé là, fermons toutes nos centrales nucléaires, mettons plein d'éoliens, plein de photovoltaïques, ça va bien tourner. Et puis quand ils se retrouvent dans une situation où il y a trop de nuages, pas assez de soleil, il n'y a pas beaucoup d'énergie et en même temps il n'y a pas de vent, ils se disent merde les gars, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de nucléaire, eh ben on va prendre du gaz. Mais comme il y a un conflit avec la Russie et qu'ils avaient construit 3 Nord Stream, 3 gazoducs et tout ça qui ne peuvent plus utiliser, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va de nouveau aller choper du charbon. Donc en fait l'Allemagne aujourd'hui a le pire bilan carbone de toute son histoire, et comme l'Allemagne est encore une grosse industrie, il faut savoir que quand on construit une voiture, eh ben c'est sur du charbon. Quand on construit des choses là-bas sur place, des jouets, n'importe quoi, c'est forcément, ça se repose sur du charbon. Et à ce moment-là, les gens se sont dit c'est plus possible. Et ben ce qui s'est passé est merveilleux et incroyable. Adélaïde Charlet, que vous connaissez bien sûr ici en Belgique, une militante pour le climat de You4 Climate, Greta Thunberg, Camille Etienne, se sont tous retrouvés, ainsi que 35 000 autres résistants qui ont rejoint cette ZAD, tels des guerriers spartiates, et des guerriers spartiates femmes. C'est ça qui est bien, parce que quand on regarde les images, c'est des femmes qui vont d'abord des femmes, qui vont au combat, qui vont au front. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Une résistance incroyable, avec la police qui a tenté de les déloger, la police qui leur a dit non, vous devez partir, qui ont même arrêté Greta Thunberg, au point que des gens étaient persuadés sur internet que c'était une mise en scène, parce qu'elle était là souriante, parce que oui, il y a des policiers qui se disent c'est bien ce qu'elle fait, bon on a des ordres mais on peut le faire avec le sourire, et ça c'est quand même assez incroyable. Et ben ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit bon, les ZAD en Belgique, il n'y a jamais personne qui y va, on s'en fout un peu, on déloge, ça fait. Et quand on en parle au journal télévisé, on en parle comme des gens qui sont abonnés à Koh-Lanta, enfin qui ont été participés à ce truc là, c'est la tribu des rouges contre ceux des verts et des jaunes et dans toutes les couleurs différentes, et qu'est-ce qu'ils sont là à traîner dans les arbres, ils ont qu'à regarder le livre de la jungle. Eh ben non, là au contraire, ça en a parlé comme un acte de résistance important. Eh ben ça m'a ramené à quelque chose. Qu'est-ce qui m'a donné envie de switcher, de lâcher tout ce que j'étais en train de faire dans ma vie, qui était techniquement de la merde,
pour faire des choses positives, parce que j'étais angoissé. Et c'est au moment où je me suis mis à l'action que tout d'un coup, boum, je me suis senti bien. Et c'est 35 000 personnes qui y étaient et d'autres qui le rejoindront encore et encore ici et là, peut-être à la friche ici de Josaphat et dans d'autres endroits. Et peut-être que ce sont des gens qui étaient pris d'une éco-anxiété mais tellement puissante qu'ils les a paralysés, le fait de se retrouver, parce que parfois on est seul là-dedans, avec plein de gens autour de nous, avec les mêmes idéaux, cette volonté de changer le monde, d'améliorer le plus possible ce qu'on peut et d'arrêter d'exploiter du lignite qui sert à rien à part polluer davantage et nous mettre dans un monde difficilement vivable dans les années à venir. On a compris que le fait de se mobiliser, qui est d'être tous ensemble et de combattre ça, le meilleur moyen de se libérer de cette angoisse, c'est de passer fondamentalement à l'action. Et donc bravo à Lutzerat, bravo à ce qui s'est passé à la ZAD, et j'invite toute personne qui nous écoute et qui se dit si un jour il entend parler d'une ZAD qui a quelque part, allez-y. C'est un autre monde qui est en création, c'est autre chose, c'est d'autres manières de faire. On découvre des avocats, des entrepreneurs, on découvre des patrons, des gens qui ont travaillé dans la finance, on trouve des jardiniers, on trouve des retraités, on trouve des étudiants, on trouve absolument de tout, et ça inspire, ça motive. Et j'ai envie de dire que ce que tu es en train de faire, Marc, et ce que nous faisons ici tous autour de cette table, balancer vos ondes positives, c'est une forme de ZAD. C'est une zone à défendre. Voilà, merci. Joli, merci beaucoup Vince. Merci. Top. Quelqu'un a envie de réagir par rapport à ce que Vince vient de dire? Emna. Une petite réaction, de manière générale, en fait, je trouve ça hyper intéressant, le fait de se dire, quand il y a un truc qui va pas à l'intérieur, c'est que je dois y aller. En fait, tu vois, quand tu disais, ouais, je me sentais pas bien, le fait de se mettre en action et d'aller à la rencontre de sa peur ou de son angoisse, l'enlève, en fait. Et donc voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Et ce qui est encore mieux, c'est quand tu passes à l'action pour des choses qui ont du sens et que t'es arrêté par la police. Tu te dis, c'est assez bien, tu te sens comme un révolutionnaire. Je suis un vrai guerrier. Mais complètement, ça c'est génial. Ma mère qui m'a envoyé félicitations que je me suis fait arrêter par la police pour la première fois, c'était génial. Je me suis dit, c'est bien. Elle a écouté les Rolling Stones, c'est pour ça. Stéphanie. Mais oui, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que cette notion de désobéissance civile, en fait, elle est encore super mal vue alors qu'elle est nécessaire. Et ça me fait penser aussi à Louise Rosou, petite dédicace, que j'ai rencontrée lors d'une conférence au Festival Maintenant, qui est une jeune activiste de 21 ans, qui est aussi étudiante en communication. Et je me souviens qu'elle m'expliquait que, elle dit, c'est normal à un moment que nos corps se mettent en mouvement quand on se sent tellement impuissant, quand on se sent tellement... pas entendu, et donc elle avait rejoint une ZAD, elle a vécu dans une ZAD, si je me trompe pas, c'était à Arlon, je pense. Mais elle était, c'est son mode de combat, c'est la désobéissance civile, et il en faut aussi, je pense. Ça fait partie de toutes les façons de s'engager. Merci Stéphanie. Édouard? Moi j'ai une petite question par rapport à mon passé de rebelle avec mon masque à la bourse de V pour Vendetta. Quelle est la différence pour toi entre une manifestation et une ZAD? La ZAD, c'est parfois tu défies la loi. T'as pas le droit d'être là. Tu peux pas être là. Tu construis une cabane dans un arbre. Je te dis pas que l'urbanisme peut péter un câble, parce que des assurances, ta PNV qui te dit AXA, il faut se dire mais les gars ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe déjà? On nous chipote beaucoup pour un bâtiment qui est pas aux normes. Imagine seulement des groupes de 50 personnes qui vivent dans un endroit qui parfois malheureusement l'arbre il peut tomber, il peut y avoir des incidents. C'est pour ta propre protection en même temps qu'on veut te déloger, mais à la fois t'es dans cet acte de résistance parce que t'es contre un petit peu tout ce système-là. Et la différence, c'est que tu manifestes, on t'a vu, on en parle à la télé, mais t'es dans un cadre, t'es encadré par la police, t'es encadré par par les organisateurs. Les organisateurs par un itinéraire qui t'amène à un endroit. Et généralement, on fait ça le dimanche. Et le dimanche, tu déranges pas trop de gens. Et la ZAD, tu déranges personne, ça c'est sûr, mais tu protèges directement. 24 heures sur 24. C'est ça, 24 heures sur 24, l'arbre, les oiseaux qui y sont. Et c'est une forme d'acte de militantisme et de résistance et qui peut se cumuler en fait aux manifestations, à tout le reste, comme je dirais toujours qu'il y a des gens qui font des ads sur les réseaux sociaux en allant commenter des influenceurs qui font vive le Bitcoin, c'est trop bien, regardez mon voyage à Dubaï, et qui restent et qui monopolisent les réseaux sociaux en politesse, sans non plus harceler, mais qui disent remets-toi en question, ce que tu fais c'est pas très cool, en expliquant pourquoi du comment. C'est une forme de résistance aussi. Merci Vince. Merci Marc, merci tout le monde. Si vous nous avez suivis lors de notre premières émissions, vous vous êtes rendu compte que Isabelle de Mayeux avait une certaine poésie, une certaine humanité, même quand il s'agit de parler de sujets comme l'addiction.
Oui, je pensais que tu disais la diction. Je ne comprenais pas le lien. Mais oui, j'allais dire, c'est une chronique pas facile que je vous propose aujourd'hui. C'est une immersion dans la vie de Sarah, donc j'espère juste que j'aurai les mots justes et adéquats. Balancez vos ondes positives. Mon mari a caché toutes les bouteilles dans la maison. Et moi, je pars à leur recherche dès qu'il sort de notre cocon. Cocon, c'est un grand mot. Le plus adéquat serait le mot prison. Je me sens prisonnière de mauvaise bière. Je ne me reconnais plus. Je me sens étrangère face à mes propres galères et familière face à toutes ces piles de verre que je cache derrière. La boisson me colle. Par sa faute, mes rêves s'envolent. Elle me rend folle. Jour et nuit, je picole. Je pense qu'elle me console, mais en réalité, c'est une bulle dans laquelle je m'isole. Comment en sortir, je ne sais pas. Ma pensée baigne dans l'alcool. C'est une santé que je viole, une vie où je somnole. La boisson me déboussole. Elle a pris le monopole et cela m'affole. Pardon Chloé et Thomas, vous mes enfants qui n'avez pas choisi. Supporter une maman au regard endormi, sombrant dans l'ennui. Pardon la vie, celle dans laquelle je péris petit à petit. Je regagne mon lit, celui dans lequel je m'anesthésie chaque nuit. Demain est un autre jour, comme on dit. Et en effet, demain fut un autre jour. Je me réveille. Je décompte le nombre de bouteilles bues la veille. Je comprends mieux ce mal de crâne et ces cernes si ternes. Je prends Thomas dans les bras. Pour tout, il s'émerveille. C'est ma merveille. Je veux le bercer, mais ce mouvement de jambes me fait perdre l'équilibre. L'impardonnable arriva. Thomas tomba de mes bras. Il hurle, hurle, hurle et hurle. Je file aux urgences. J'arrive dans un grand hall où défilent des blouses blanches. L'une d'entre elles emporte mon petit. Le temps semble interminable. Je me sens tellement minable. 2 heures plus tard, je récupère mon trésor, qui heureusement va bien, me regarde et se rendort. Je rentre chez moi. Je donne mon enfant à mon mari, fais ma valise, quitte la maison et retourne à l'hôpital. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour déposer un bébé qui a chuté de mes bras engourdis. Non, ce sera pour me soigner. C'est décidé, j'entre en cure. Les premiers jours sont les plus difficiles. J'ai pas envie d'obéir aux règles de ces blouses blanches. Je ne veux pas parler aux autres tox. J'ai pas envie de sortir me balader, j'ai juste envie de m'enfermer et de pleurer. Et puis les jours passent, et de cette chambre, je me lasse. J'intègre les groupes de parole. Partager ensemble me soulage, m'enlève un peu de culpabilité. Je ne suis pas la seule à avoir ces schémas de pensée. Je me mets au dessin. Les couleurs m'apportent un peu de réconfort et de joie. Je m'intéresse aux autres malades. Chaque histoire est tellement différente. Moi qui nous voyais tous alignés comme des bocaux, étiquetés malades et addicts. Me tourner vers mes collègues de couloir me détourne de moi-même. Jouer aux dames avec ma voisine de chambre me fait presque oublier l'envie de consommer. Faut dire que même en HP, elle fait ses bigoudis la nuit pour rayonner le jour. Les balades à l'extérieur me nourrissent autrement. J'apprends à observer la nature. Je commence même à parler aux arbres. Et quand je vois ces feuilles qui oscillent, j'ai l'impression qu'elles veulent me prendre dans leurs bras. Je lève les yeux au ciel et respire cet air pur. Ici, on s'invente un monde qui nous sauve ou nous protège. On s'accroche au sourire de la dame qui sert la cantine. On dirait que elle nous comprend. Qui sait, peut-être que c'est une ex-interne. Alors je m'imagine moi dans 5 ans, peut-être un jour animer cet atelier de couture, qui me paraissait si nul, et qui pourtant a su m'emporter lors des nuits que je passais avec mon pyjama cousu main au dessin de petites lunes. Les semaines passent. Ici, chaque jour est réellement un autre jour. Après un long séjour rempli de rebondissements, j'entreaperçois enfin la lumière au bout du tunnel. Les médecins m'autorisent à sortir. À mon retour, une grande pancarte « Bravo maman » et « Welcome home » est tenue par mon mari et mes enfants. Cette image, je ne suis pas prête de l'oublier. Ma famille, ma raison de vivre, celle pour laquelle je me battrai chaque jour contre mes démons. À toi qui nous écoutes et qui peut-être souhaites remettre en question ta consommation d'alcool,
l'arrêter ou bien la réduire. Aujourd'hui, il y a plein de moyens, il y a plein d'associations, il y a plein d'aides. J'ai envie de t'en partager quelques-unes. Il y a l'association Pélican qui propose des consultations, des aides en ligne, des groupes de parole, des formations, de la prévention. Il y a réseaualcool.be où tu peux trouver un spécialiste proche de chez toi. Tu peux aussi en parler à ton médecin traitant. Les alcooliques anonymes sont aussi disponibles pour une écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il y a plein de pistes différentes. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager l'histoire de Sarah. Elle s'en est sortie, pourquoi pas toi ? Merci beaucoup, Isa. Jolie histoire, et pleine de poésie et d'humanité, comme on le disait. Est-ce que quelqu'un a envie d'évoquer ? Édouard. Oui, en fait, pour moi, les addictions, merci déjà, parce que c'est des témoignages qui sont très touchants, qu'on voit rarement, mais le nombre d'addictions qu'on a pour éviter d'être seul ou se sentir isolé, je parle notamment au niveau des médias, puisqu'on est un peu dans le sujet ici, où on va facilement donner notre pensée prémâchée pour qu'on arrête de penser. Et souvent, quand il y en a trop, c'est l'alcool ou la cigarette ou trop d'addictions comme ça peuvent être mauvaises. Moi, une addiction qui m'a sorti d'état dépressif plus jeune, c'est le sport. Souvent, quand je fais des grosses épreuves, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais tu vas te faire mal, enfin, pourquoi tu fais tout ça? Ça sert à rien, c'est tellement extrême. » Si jamais je devais choisir une addiction plutôt qu'une autre, je dirais que le sport est une bonne solution. Merci, Loire. Val. Oui, je reviens sur... je pense que quand on est là-dedans, la première chose qu'il y a, c'est la propre honte qu'on a de soi. Et j'ai juste envie de dire à ceux qui y sont aujourd'hui et qui sont là-dedans, c'est de dire en fait, c'est faire preuve de courage que d'oser l'affronter et l'adresser. Et ça, c'est un acte de bravoure. Et il faut pouvoir en être fier au lieu d'en être honteux. Voilà, pour moi, il y a vraiment ce message d'espoir que soyez courageuses et courageux, quoi. Steph. Oui, je voulais juste rajouter que je pense, j'ai pas les chiffres en tête, mais que l'alcool au féminin est malheureusement aussi très élevé en fait. Enfin, il y a beaucoup de femmes alcooliques et c'est une situation qu'on connaît moins parce que c'est souvent caché, justement, encore plus caché et surtout très mal vu. La mère de famille doit être fiable, doit être en bonne santé, doit s'occuper des enfants, etc. Et donc c'est encore plus pervers comme situation. Ouais. Oui, Vince. L'addiction, ça change souvent de forme. C'est une fois on passe à l'alcool, puis on passe aux jeux vidéo, puis après on se dit on passe aux meufs. Excuse-moi le terme, mais c'est c'est une et puis une nouvelle et puis une nouvelle et puis on passe à une autre forme d'addiction, le sucre et puis c'est intéressant de se dire que peut-être que le sexe aussi, mais totalement, c'est un petit peu ça. Les objets, la possession, c'est intéressant de se dire, tiens, si réparer la raison pour laquelle on est addict fait que tout d'un coup, en fait, on se libère de plein de choses, et économiquement aussi, et puis de sa santé aussi. C'est intéressant ce processus qui fait qu'on est addict et on passe à autre chose, où on reste addict d'une même chose, quoi. Je peux encore ajouter juste une petite chose, c'est que alors j'ai le titre d'un bouquin qui me revient qui s'appelle Guérir de ses dépendances, justement qui aborde toutes les addictions et j'ai malheureusement pas en tête le nom des 2 femmes qui ont écrit ce livre, mais elles ont suivi en fait tout un groupe de personnes qui sont sorties de l'alcoolisme et elles l'ont suivi pendant une dizaine d'années, je pense, et en essayant de comprendre en fait quels ont été les appuis qui les ont aidés dans leur chemin de sevrage et c'est très bien fait, tout simplement. Ça permet de bien comprendre les mécanismes et de aussi trouver des solutions. Guérir de nos dépendances. Ok, merci. Merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose? Je me demandais, peut-être pour aider aussi les personnes qui nous écoutent, Isabelle, à partir de quand on peut considérer que notre consommation elle est problématique? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous aider à c'est une bonne question. distinguer? Et en fait, il y a 4 questions qu'on peut se poser. Je reprends des questions du questionnaire CAGE, donc qui permet de voir si sa consommation justement d'alcool est problématique. La première, c'est avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation? Et là, on peut dire consommation d'alcool, sexe, drogue, etc. Votre entourage, la deuxième, c'est votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation? Troisième, avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez trop ou que vous consommez trop? La quatrième, avez-vous déjà eu besoin d'alcool dès le matin? Et en fait, si on répond
Oui, s'il y a 2 questions sur les 4 auxquelles on répond oui, c'est qu'on peut avoir une consommation d'alcool problématique. Et pour être très très concret, 21 verres par semaine pour les hommes et 14 verres pour les femmes, c'est problématique. Okay. Alors, en écoutant tes questions, je les faisais sur les réseaux sociaux, je vais peut-être avoir besoin d'une cure. Ouais. Merci beaucoup Isa, merci beaucoup. Voilà le 4e épisode bien lancé et maintenant nos 5 chroniqueuses suivantes. Nathalie Gilly, Stéphanie Grosjean, Virginie S, Emna Wachaouch et Carolina Vermersch. Nathalie Gilly, vous allez nous parler de quoi ? D'une question de zoopatitude pour la mission ocytocine du jour. Zoopatitude, Stéphanie Grosjean. Alors moi je parlais du boom de la reconnexion spirituelle. Virginie S. Moi, je vous propose de célébrer le printemps. Emna Wachaouch. Moi, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont tiraillées et qui doivent prendre une décision. Et Carolina Vermersch, pour terminer aujourd'hui. Je vais vous parler de la métaphore du citron. La métaphore du citron. Merci beaucoup. Alors, Nathalie, qui nous parle aujourd'hui de rayonnement dans sa mission ocytocine grâce à une surprise inattendue. Oui, la mission ocytocine du jour en est inspirée. Balancez vos ondes positives. Pour faire vibrer mon idéal de transmission joyeuse, j'anime gratuitement sur WhatsApp une liste de diffusion appelée la zoopatitude. Alors le principe de la liste de diffusion, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que je poste des messages à tous ses membres en une seule fois, et chacune reçoit ce que je transmets comme si je lui écrivais en direct, et a donc l'opportunité de me répondre en bilatéral. C'est pour les pros de l'accompagnement, qui reçoivent au chaud dans leur téléphone des audios improvisés sur les pépites de mes accompagnements, des références, des questions d'audio coaching, toutes sortes de réflexions liées à notre métier. Et cette zoopatitude, c'est un vrai terrain de jeu pour moi. Je m'y amuse beaucoup et j'insiste sur le principe. Aucune réaction n'est demandée de la part des personnes qui jouent avec moi. Elles écoutent et lisent ce qu'elles veulent, elles peuvent réagir si elles le sentent, mais je n'ai absolument aucune attente. J'ai une dizaine de personnes très actives qui répondent beaucoup, et les 100 autres sont globalement silencieuses, avec une petite réaction de temps en temps. Et début de cette année, j'ai envoyé un message à tous mes zoopitivores, et j'ai demandé si vous voulez rester dans ma liste, eh bien validez avec un petit mot ou un emoji. Et là, j'ai reçu en 2 temps, 3 mouvements, une marée de messages joyeux, drôles, enthousiastes, des vœux, des mots rigolos, des zoup zoup zoupis, des émojis en veux-tu, en voilà, de la gratitude et de l'amour en masse. Waouh, le boost que ça m'a fait, je vous raconte pas. Et c'était un contraste tonitruant avec le calme habituel de la zoopatitude. Cette histoire, elle est exemplaire d'un principe que je connais et qui pourtant m'émerveille à chaque fois. On attire ce qu'on rayonne. Et ça ne saute pas toujours directement aux yeux. Pour égayer ma plume, qui vivait un matin compliqué et nous le faisait bien sentir, je me suis mise sur le chemin du métro à taper des pieds avec un mantra improvisé. Taper des pieds, se réchauffer, taper des pieds, se réchauffer, taper des pieds, se réchauffer et tout va bien aller. Oh là là, j'ai pas été bien reçue du tout. Je vous passe les réactions, mais j'ai invité ma plume à se mettre la colère dans les pieds, mais succès vraiment mitigé. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups, n'est-ce pas ? Sauf que le lendemain, c'était mon feu follet qui animait le bureau des plaintes sur le chemin. Et là, tout d'un coup, ma plume s'est mise à taper des pieds et à chanter la chanson qu'elle vouait la veille aux Gémonies. Elle a ensuite expliqué à un papa de l'école que c'était un bon moyen de se donner du courage. On attire ce qu'on rayonne. Le résultat que j'envoie vers le monde n'est pas toujours visible d'emblée. Mais l'énergie transite. Et croyez-moi, c'est puissant. En fait, non, ne me croyez pas. Testez plutôt la mission ocytocine que je vous confie aujourd'hui. Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire rayonner vers le monde l'énergie que vous avez envie de savourer. Ça fait un peu Gandhi, hein, Marc ? J'aime bien. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Eh bien, Gandhi, il y a moyen de l'incarner dans les petites attitudes quotidiennes. Offrez un sourire à ce collègue taciturne. Dites un bonjour bien senti en entrant dans le bus. Contactez cet ami que vous avez envie de voir. Posez une question au caissier. Envoyez un mot doux à une personne qui vous est chère.
faites rayonner ce que vous avez envie d'inviter. Rien ne laisse présager de ce que vous recevrez en retour. Mais vous pourrez savourer la sensation de l'énergie que vous envoyez et la satisfaction d'avoir fait votre part. On attire ce qu'on rayonne. Je vous invite à faire vibrer largement vos rayons chaleureux. Zoupiti zoup. Joli, joli. Merci Nathalie. Quelqu'un veut réagir? Et donc ça veut dire si jamais on est dans un mauvais mood, une mauvaise vibe, on attire les gens qui sont dans le même mood et dans la mauvaise vibe. Disons que si... essaye de rentrer dans le bus en tirant la tête ou en souriant. C'est vrai, ouais. Mais on a parfois ce réflexe un peu de se victimiser en disant « Ah, j'ai besoin de douceur et t'as vu la violence du monde, c'est difficile !» Eh ben, moi, je vis pas ça. Je vis pas la violence du monde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'envoie autre chose vers le monde. Et en fait, le monde me renvoie ce que je propose. Alors, je dis pas que c'est pas magique, c'est pas instantané, et parfois c'est complètement invisible. Mais il n'y a rien à faire. Moi, rien que d'entrer dans le bus et de sourire, ben, ça me fait du bien. Et même si, mon Dieu, il n'y a personne à qui ça fait du bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Édouard. Je rebondis un petit peu là-dessus parce que la physique quantique explique ça. Alors, je vous invite à aller un peu plus loin dans le principe d'incertitude de Heisenberg. Quand il y a un observateur qui fait sa propre observation sur une expérience que je ne vais pas développer ici, il influence le résultat qu'il souhaite obtenir. Mmh. Et donc, c'est au-delà d'un concept, c'est prouvé. Je trouve que d'ailleurs, Édouard, que c'est la physique quantique, parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué et pas nécessairement compréhensible pour tout le monde. Je trouve que ça vaudrait la peine d'en parler. Je peux vite rebondir, d'ailleurs, tu viens de dire un vrai truc. Les plus grands chercheurs en physique quantique ont toujours dit, si vous comprenez quelque chose à la physique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Du coup, je vais arrêter d'en parler. On va essayer de ne rien comprendre, alors c'est très bien. Alors, Isa. Ça me fait fort penser à une histoire que j'ai lue ce matin et que j'ai trouvée super belle. C'est une petite fille et son papa qui se baladent en montagne. Et la petite fille, c'est la première fois qu'elle voit la montagne et elle dit « Mais waouh, c'est beau !» Et elle entend « Waouh, c'est beau !» Et puis elle se dit « C'est qui ça ?» Elle entend « C'est qui ça ?» Et donc elle dit « Toi d'abord !» « Non, toi d'abord !» Elle dit « Oh, je te déteste !»« Oh, je te déteste !»« Pardon, pardon. Oh, je t'aime. Mais papa, c'est quoi ça ?» Écoute, ma petite, les gens appellent ça l'écho, moi j'appelle ça la vie. On a envie d'applaudir là. On a pas envie d'applaudir, on peut applaudir. Et puis moi, j'ai dit, on n'applaudit pas tout le temps après les chroniques et tout. Non, mais là, on peut, tu vois. Moi, j'ai le droit de dire qu'on peut. C'est vrai, t'as raison, c'est toi le capitaine. Et Emna, tu voulais dire quelque chose et on termine là-dessus. Je voulais juste réagir par rapport à la petite expérience WhatsApp que tu as mise au point, Nathalie. Je trouve ça hyper intéressant, le détachement des attentes. Parce que finalement, je trouve que les pires fléaux de l'humanité, d'ailleurs on parlait d'addiction juste avant et les gens disent toujours l'alcool c'est un fléau. Moi je pense que le pire fléau de l'humanité, il y en a deux selon moi, c'est les attentes et le jugement. Et je pense que si dans la vie il n'y avait pas de jugement ou d'auto-jugement, parce que j'inclus ça là-dedans aussi, ou d'attente de comment l'autre ou les autres vont réagir, en fait on est tellement plus libre. Et donc, je trouve que cette expérience que tu as faite En fait, j'ai envie de te dire merci pour eux, de ne pas leur avoir imposé une réaction. Et donc, toi, de ne pas avoir été dans l'attente d'un retour, de quelque chose. Je trouve ça très sain. Et au final, tu as été récompensé pour ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce que serait une attente ? Pour moi, c'est le jugement du futur. Là. Édouard, nous y reviendrons si tu veux bien. Virginie. Moi, je voulais juste dire, Nathalie, ce que ça m'évoque en moi, c'est que j'ai l'impression que quand on est connecté à ce qui nous anime en profondeur et connecté à son cœur, eh bien, on touche les gens d'une autre façon. Enfin, moi, en tout cas, je le vois souvent dans mon activité, quand je parle vraiment relié au cœur et à ce qui m'anime. La transmission est beaucoup plus forte, en fait. Et alors aussi, dans une petite chose, moi, il y a des fois où je me dis, voilà, je suis très perméable à tout ce qui se passe dans le monde, ça me touche énormément. Et parfois, je me dis, en fait, j'aime les gens. Je démarre ma journée en me disant, j'aime les gens, tous. J'aime le vivant, j'aime tout. Et alors, ça conditionne mon début de journée. J'arrive pas toujours, mais je trouve qu'effectivement, se mettre dans une certaine disposition, ça y être relié à ce qui nous anime, je pense que c'est vraiment
c'est assez efficace. J'ai juste envie pour clôturer que notre rédac chef, parce qu'il ne fait pas beaucoup de chroniques, mais je sais qu'il y a 4 mots que tu dis tous les jours. Oui, 4 mots importants. 4 mots pour moi les plus importants de la vie, c'est bonjour. Quand vous croisez les gens. Bonjour. Bonjour. C'est bravo, féliciter, célébrer, remercier. C'est le 3e mot, merci. Et puis le 4e, c'est je t'aime. Oui, je dois prendre des notes, attends. C'est 4 mots hyper simples. Il y a trop de positif pour moi, là. Si on peut effectivement, et Virginie, je rebondis évidemment, quand je croise, je ne l'ai pas toujours fait, quand je croise des gens dans la rue, j'essaie de me dire que c'est un autre moi, qu'il fait partie du même monde, qu'on est tous reliés, et c'est comme un gros puzzle en fait. On est tous des parties de puzzle, et on fait tous partie intégrante de ce puzzle. Et c'est important juste de considérer que chaque personne qu'on croise fait partie de notre puzzle. Et s'il y a une pièce du puzzle qui manque, nous ne sommes pas complets. Pour moi, le puzzle est un élément qui est déterminant aussi dans ma façon de voir les choses et de ressentir les choses. Voilà. Bonjour, bravo, merci et... Je t'aime. Ok, super. Bonjour, bravo, merci, je t'aime. Je t'aime. Et pardon, parfois. Alors, ça, Ho'oponopono, on peut revenir aussi, d'ailleurs. Oui, mais c'est bien aussi, pardon. C'est bien aussi, c'est pas exclusif, évidemment. Alors, nous avons Stéphanie Grosjean, aujourd'hui, il y a un sujet qui t'a interpellé. C'est le boom de la reconnexion spirituelle. Balancez vos ondes positives. Oui, c'est un sujet que j'aborde dans le dernier épisode de la série L'Instant Papillon que je réalise. C'est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à porter plus d'intérêt à la spiritualité, à notre vie intérieure, et je me demande un peu ce que cette tendance dit de nous et quels en sont les bienfaits et les dangers. Parce que c'est vrai que se mettre au yoga, à la méditation, se faire tirer les cartes du tarot, marcher, manger, faire l'amour en conscience, consulter une astrologue, un chaman, un médium, faire partie d'un cercle de pleine lune. Ben vous les remarquez aussi, ces élans créatifs que l'on s'autorise pour soigner nos vies intérieures. Et vous les entendez, ces nouvelles expressions qui fusent partout. Être aligné, ancré, être inspirant, éveillé, suivre les synchronicités, devenir un leader éclairé, ascensionner, être en joie. C'est fou comme en peu de temps, de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques ont fait leur apparition dans nos conversations. Enfin, nouveau, pas vraiment, on va le voir. Parce qu'avec le podcast que je réalise, donc l'Instant Papillon, vous savez que j'explore l'humain en transition écologique et sociale. J'aime observer comment nous vivons notre monde en mutation, ce que cela nous fait intérieurement et collectivement d'intégrer la nécessité de changer pour améliorer l'état du monde et de ses occupants. Et dans cette série, je pars à la rencontre de femmes, d'hommes qui ont petit à petit adapté leur mode de vie pour amorcer un changement, une transition vers un monde plus souhaitable. Et même si les chemins sont propres à chacun, il y a quelques balises qui sont semblables, comme la volonté de créer du lien, d'être en relation avec l'autre différemment, le besoin de trouver de nouveaux repères et des solutions, le besoin de se retrouver soi, de prendre soin de la terre et du vivant. Et pour beaucoup, ce chemin mène à la reconnexion à une certaine spiritualité aussi. Alors je dis certaine parce que le constat aujourd'hui, c'est que sous ce terme spiritualité, on met un peu tout et n'importe quoi. Un peu de chakra, de mantra, de karma, un peu de pierres précieuses et de nuit noire de l'âme, une pincée de sauge, 3 cuillères de loi d'attraction mélangées dans un bol tibétain, alors que Mars rétrograde. Oui, je me moque un petit peu. Mais même si vraiment, je n'ai pas de définition toute faite à la spiritualité. Si ce n'est, de ce que j'ai constaté, la recherche d'un sens à notre finitude, à la vie, à la mort. Une recherche philosophique, existentielle, qui tente de trouver l'équilibre entre le rationnel hyper développé et l'intuition que l'on veut retrouver, entre l'infiniment petit que nous sommes et quelque chose qui serait plus grand que nous. Alors, qu'est-ce que cette tendance dit de nous, à part qu'on est tous complètement paumés? Pour moi, s'éloigner de la matérialité, réfléchir au sens de la vie dans le but de trouver des repères qui nous conviennent mieux, c'est un élan positif. Dans notre société où le fait d'avoir, de posséder, est un signe de réussite, repenser sa façon d'être au monde, créer un peu l'équilibre finalement. Et sociologiquement, c'est fascinant. Et pour beaucoup d'entre nous, cette reconnexion spirituelle amène un mieux-être et une meilleure connaissance de soi. Là où je m'inquiète,
c'est qu'avec nos esprits occidentaux biberonnés à l'injonction de la performance, de la rentabilité, de l'efficacité, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de trouver des formules toutes faites, des recettes qui marchent pour atteindre l'éveil spirituel tant convoité. Notre crédulité et notre recherche de bien-être nous mènent à vouloir tout tester, tout pratiquer, et ouvrent la voie au marché très florissant des entrepreneurs du bonheur, ainsi qu'aux dérives sectaires. À ce sujet, le dernier rapport de la Miviludes, j'y arriverai jamais celui-là, Miviludes en France, c'est pour Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc le dernier rapport est très parlant. Les plaintes et les signalements ont augmenté depuis la crise sanitaire. Ils dénoncent notamment de graves situations d'emprise et de gourouisation dans le secteur du développement personnel. Sans remettre uniquement à la recherche spirituelle pour se sentir mieux, ça peut retarder et empêcher le diagnostic, et donc la prise en charge d'une dépression par exemple. Donc, vigilance. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Papillon, consacré à la spiritualité, je tente humblement de remettre un peu l'église au milieu du village. Grâce à l'interview de Stéphanie Peel, doctorante à l'ULB, elle s'intéresse notamment à l'histoire du spiritisme et grâce à sa perspective historique, on comprend en fait qu'on n'invente rien aujourd'hui. On ne fait que ressasser, remélanger des croyances et des concepts du 19e siècle. En bref, si vous êtes friand de développement perso, de recherche spirituelle, j'ai envie de vous dire warning. Bien sûr, chacun est libre de ses croyances, mais exercez votre esprit critique et continuez à douter de tout, car au final, personne ne sait. Je vous invite aussi à suivre l'excellent compte Instagram Dérive Spirituelle, dérive au pluriel, _spirituel au pluriel, et le podcast Méta de Choc, qui décortique le pourquoi et le comment de nos croyances. Et puis vous pouvez suivre l'Instant Papillon sur toutes les plateformes d'écoute podcast et sur l'instantpapillon.be. Merci beaucoup Stéphanie. J'adore cette manière d'en balancer vos ondes positives, de passer de l'un à l'autre et d'avoir une vision complète de ce que la vie offre et de ce que les différents chemins de vie nous permettent de suivre. Alors merci beaucoup. Réaction par rapport à ceci? Ah, de ouf, si possible. Merci de parler de ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui profitent du mal-être des gens aujourd'hui pour vendre tout et n'importe quoi. Et il y a vraiment une hype, une mode un peu, et des gens qui sont dedans mais qui vivent vraiment la spiritualité, la remise en question à 100%, et il y en a qui se disent ah ouais, là il y a un bon business bien florissant, ah tiens, dans cette communauté ça n'existe pas, on va insérer ça là-dedans et tout ça. Je salue aussi, puisqu'il y a des gens qui quittent le studio, voilà, c'est pour expliquer un petit peu. Et moi j'en ai reçu un récemment, figure-toi, puisque bon, je fais Marc, tu sais, je fais des vidéos sur une chaîne YouTube et sur des réseaux sociaux où je parle de choses sombres quand même. Ça s'appelle limite. Exactement, voilà, on explique qu'il y a des limites physiques à tout et qu'il faut pouvoir se restreindre. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit bonjour, je vous contacte pour vous présenter Gravity Therapy. Qu'est-ce que c'est? C'est donner du souffle avec le poids du corps, gratuit, simple et époustouflant. L'objectif de Gravity Therapy est de soigner la folie humaine, amenant rapidement à la collapsologie cordialement. Thomas, qui habite à Lyon, etc., et qu'en même temps il propose des trucs en lien, machin. Alors je me dis ok, pourquoi pas? Et alors du coup j'ai regardé un peu sur internet et j'ai vu qu'il y avait effectivement tellement de choses, et c'est dingue parce que j'ai été demandé c'est quoi ces prix, il m'a dit c'était 500 € la séance. Donc je me dis bon, je connais quelqu'un qui aide beaucoup les gens et il m'a dit mais c'est ça, et il y en a qui exactement, et en plus c'est par le souffle, et il y a un truc que j'ai trouvé très fort, j'ai un ami que Marc connaît aussi, qu'on salue, qui s'appelle René, qui fait un truc très très cool, c'est qu'il dit si ça marche pas, on va faire tout un truc, ça marche pas, je te rembourse. Et ben c'est ça qu'on devrait mettre chez chaque personne qui dit ah tiens, je vais réparer ta vie, tu vas reprendre le contrôle de qui tu es, c'est de dire ok, bon, on met une petite clause. Si jamais il n'y a rien qui a changé, tu me rembourses l'intégralité. Et seulement ceux qui ont le courage de le faire, ça veut dire vraiment qu'il y a un travail de fond. Ouais. Oui, Nathalie, puis Emna et Caroline. Et à contrario, moi qui suis coach, et je mets les guillemets parce que je sais que parfois j'hésite à le dire que je suis coach, parce que tu peux te recevoir une volée de réactions. Ah oui, coach, c'est le truc à la mode, tu vas me vendre ma vie libérée, manana. Donc je crois qu'il y a ce que tu as dit à la fin de la chronique, pour moi, est hyper pertinent. Il y a cette question de garder son esprit critique et de savoir surtout de quoi moi j'ai besoin, se connaître et agir en fonction. C'est la base. Pour moi, c'est si je peux grouiser, si vous avez besoin de succès, connaissez-vous et agissez en fonction. Et donc si vous avez un appel d'un soutien, que ce soit vers la spiritualité ou d'un accompagnement ou que sais-je, sentez ce qui est vivant pour vous et allez vers ce qui peut y répondre. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y a des solutions toutes faites. Non. Et puis, on n'est pas que des êtres... Nous ne sommes pas que des êtres spirituels. On est de tout. Oui. On a 4 corps. Voilà. Mental, émotionnel, physique et spirituel.
Emna, et puis Carolina. Ouais, tellement de trucs sur lesquels réagir. Merci d'apporter ce sujet parce que moi j'aime beaucoup le développement personnel et le développement spirituel, mais je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que tu dis parce qu'effectivement il y a un boom, d'où le boom énorme des coachs de vie de manière générale. Je voulais réagir d'abord sur ce que Vince a dit par rapport au business model, entre guillemets, des coachs de vie, coachs spirituels et compagnie. Je trouve ça effectivement pertinent de dire, bah ok, si ça fonctionne, tu me payes, si ça fonctionne pas, je te rembourse, avec quand même une nuance, parce que c'est un travail qui se fait à deux. Ça veut dire que tu peux, toi, avoir une envie de développement spirituel, peu importe, et tu tombes sur quelqu'un de très bien, de très compétent, juste que toi, t'es pas ouvert, en fait. T'es pas prêt le encore. Travail, voilà. Et donc, il n'y a pas de résultat. Tout comme avec n'importe quel autre coach, thérapeute, que sais-je, tu peux aller et être face à quelqu'un qui est excellent, juste que toi, t'étais pas prêt et tu vas à la salle de sport, mais t'as continué à manger des popcorn. Voilà, et des bonbons. exactement. Exactement. Remboursez-moi mon abonnement. Oui. Basic Fit, c'est quoi ça Coco, voilà. Donc, je voulais juste rajouter une petite nuance par rapport à ça, mais tout en étant d'accord globalement. Et aussi par rapport au coach de manière générale. Personnellement, moi, mon filtre d'analyse, c'est est-ce que la personne incarne ce qu'elle enseigne. Ça veut dire que si t'es un coach sportif et que t'es en mauvaise santé, non en fait et c'est comme ça pour tout. Et pour moi ça c'est un gage de qualité, on pourrait appeler ça comme ça, pour se prémunir aussi de tous les coachs en tout genre qui ont lu un livre et du jour au lendemain ils sont coachs. Voilà, je pense qu'il faut voir la personne dans la pratique. Est-ce qu'elle incarne vraiment ce qu'elle enseigne, comme un prof de maths? Si lui-même en fait il fait jamais des maths, voilà. Donc, On termine par Édouard. Oui, je vais clôturer. Merci aussi pour cette chronique. Le développement personnel, pour moi, il y a 4 pôles. Il y a le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique. Et dans ma manière de me réapproprier mon être entre ces énergies féminines et masculines, j'ai expérimenté beaucoup des 4. Et donc, mon chemin à moi, c'était de me mettre pas de limite pour pouvoir expérimenter et puis faire un point après un certain temps, mais jamais donner ma puissance en un pseudo-guide qui se croit porteur d'une vérité, et justement de continuer et de ne rentrer dans aucune appartenance de qui que ce soit par rapport à une personne ou un collectif ou autre chose. Donc j'ai toujours gardé mon indépendance par rapport à ça. Oui, parce que je pense que même si la spiritualité peut être partagée dans l'échange, dans des groupes de conversation ou dans des rituels, fondamentalement c'est quelque chose de super intime en fait. On se construit sa propre philosophie de vie, et donc c'est rester fidèle à ses croyances intimes, à sa nature. Oui. Puisqu'il s'agit de nature. On va revenir. Tu parlais de rituels aussi. Virginie va nous emmener justement au cœur des rituels de cette nature qui célèbre le passage de l'hiver au printemps, ici et ailleurs, d'ailleurs, partout dans le monde. Virginie. Balancez vos ondes positives. Positives. Oui, puisque nous sommes au mois de février, alors l'hiver n'a pas encore tout à fait tiré sa révérence, mais si vous êtes un petit peu observateur, vous avez pu voir les signes annonciateurs du printemps qui sont de plus en plus perceptibles. À mesure que la lumière reprend ses droits sur l'obscurité, la nature sort doucement de sa torpeur hivernale, et depuis la nuit des temps, les hommes célèbrent ce changement de saison au moyen de rituels ancrés dans toutes sortes de croyances locales, de folklore. Ainsi, au début de ce mois, nous avons fêté la Chandeleur en mangeant des bonnes crêpes sucrées, salées, selon les goûts. Mais au-delà de ce caractère gourmand, connaissez-vous vraiment le sens de cette fête ? À la Chandeleur, les jours sont allongés d'1 heure, dit un vieux proverbe. Première victoire du soleil sur l'hiver et l'obscurité, que proclamait avant quantité de grands feux qu'on allumait sur le sommet des collines. Une tradition encore bien présente aujourd'hui, en Wallonie notamment. C'est donc bien le retour de la lumière que l'on célèbre ce jour-là. Un rituel pratiqué à l'origine par les païens qui fêtaient dans l'effervescence de liesse déchaînée les promesses de fécondité à venir, la fertilité et certaines divinités. Alors cette fête a été récupérée par l'Église au 5e siècle. On l'appela la Festa Candelarum, qui signifie fête des chandelles, et qui est devenue donc la célébration de l'enfant Jésus, être de lumière, symbole de purification par le feu qui réchauffe comme le soleil et qui élimine toutes les souillures.
Et en fait, cette fête prend la forme d'une procession annuelle au cours de laquelle on allumait des cierges bénis et on distribuait des crêpes pour encourager les pèlerins. Voilà, nous y voilà. Il existe dans nos folklores et dans nos traditions de nombreux rituels qui marquent le changement des saisons. Le plus populaire, vous le connaissez tous, le carnaval évidemment, qui arrivera bientôt et qui vient lui aussi de coutumes très anciennes pratiquées dans l'Antiquité, comme les bacchanales, les saturnales romaines, les fêtes grecques en l'honneur de Dionysos, les fêtes d'Isis en Égypte, etc. Tout ça célèbre le commencement de l'an nouveau, le réveil de la nature. Au cours de ces fêtes, on procédait à des sacrifices afin que les divinités de la nature chassent l'hiver et le froid et favorisent le retour des beaux jours. Mais de manière plus symbolique, le carnaval nous met dans un autre rapport au temps. Il nous relie au côté cyclique des saisons, au côté cyclique de la vie, faite de mort et de résurrection. On passe du chaos au renouveau. Et autrefois, ce passage était considéré comme un espace de non-temps où devenait possible tout ce qui était interdit. Le monde devenait détraqué, inversé. Les esclaves prenaient la place des maîtres et vice-versa. C'était un lieu où s'exprimaient les forces du mal, le démon, d'où la gloutonnerie, l'usage de masques, la création de personnages grossiers, etc. Et puis partout aussi des personnages, des costumes équipés de balais qui chassent l'hiver pour laisser la place au soleil, des costumes ornés de fleurs, de rubans pour séduire le printemps, des têtes d'animaux qui célèbrent la vigueur, la fertilité. À Binche, les sociétés dansent dans les rues de la ville pour chasser le bonhomme hiver et les mauvais esprits. Les Gilles martèlent le sol des pieds pour réveiller la terre endormie. On le voit, dans toutes ces traditions, il y a un lien très fort à la terre, aux éléments, à la nature, une connexion au rythme des saisons. Alors, il est plus aisé de célébrer tous ces temps forts quand on vit en milieu rural, quand on vit à la campagne, où ces traditions sont encore bien ancrées. Dans mon village, on fait le grand feu. Et encore, parce que je doute que dans certains villages dortoirs, les festivités fassent l'unanimité, tant les habitants sont parfois coupés de la vie locale, malheureusement. On le voit d'ailleurs chez nous, il y a le centre du village avec toujours les mêmes, et puis tous ceux qui habitent autour, qui partent travailler en ville, qui reviennent le soir et qu'on ne voit jamais. Et qu'en est-il de la ville, où l'on foule le béton et non la terre, et où les réverbères et autres éclairages intempestifs baignent les rues dans une lumière constante, dès la fin de l'après-midi, empêchant le badaud d'assister à l'allongement progressif des jours? Comment vivre ces rituels et leur donner du sens quand on vit dans un quartier totalement minéralisé et coupé du vivant? Peut-être serait-il temps pour chacun de nous de réapprendre à célébrer les changements de saison, en ville comme à la campagne, de cultiver de la gratitude envers la nature qui nous offre mois après mois tout ce dont nous avons besoin et de fêter cette abondance. Peut-être est-il temps aussi de nous rapprocher des agriculteurs, des forestiers, des producteurs, de tous ces travailleurs de la terre qui vivent au rythme des cycles naturels et sont, à ce titre, les derniers gardiens de ces traditions. Merci Virginie. La poésie dans la nature dans la poésie, et puis tous ces rituels. Moi, j'aime pas faire la crêpe, mais j'aime bien en manger. Donc, on rate jamais une chandeleur. Ah, voilà. Et tu pourras faire la manine en expliquant un peu l'histoire de la chandeleur. Ah, mais tu sais, dans l'école de mes enfants, le passage des saisons est hyper important. Et donc, en fait, on reçoit un message de la classe qui nous explique qui fête la chandeleur et ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Et donc, c'est très, très ritualisé. Donc, on a la chandeleur, on a la Pentecôte, on a le printemps, on a la Saint-Martin où on fête les lumières. C'est une merveille. Merci Virginie, merci beaucoup. Emna Charouche, alors un petit exercice. Balancez vos ondes positives. Alors c'est marrant parce que la chronique ici que je vais vous présenter, elle est un petit peu en lien et en continuité de ce que Steph nous a proposé tout à l'heure, donc quand on parle un peu de spiritualité et que au final, est-ce qu'on doit se laisser guider par un gourou, par des livres? Et j'ai entendu, je sais plus qui c'était, peut-être plusieurs personnes qui disaient finalement, en fait, il faut juste, on est notre propre gourou et il faut juste s'écouter soi-même. À part ça, la chronique ici que je voudrais vous présenter, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont indécises, tiraillées, déchirées, dans une situation d'entre-deux,
qui est bien souvent pénible. Alors ça peut être est-ce que je quitte mon job, est-ce que je prends telle opportunité, est-ce que je pars en voyage, est-ce que je reste avec cette personne. Voilà, il y a plein de situations possibles. Essayez peut-être de réfléchir, vous ici, mes compagnons de tribu, mais aussi chers auditeurs, vous qui nous écoutez, essayez de penser à une situation comme ça dans laquelle vous vous trouvez actuellement et vous devez prendre une décision. Les pessimistes qualifieront cette situation d'inconfortable, certes. Les optimistes diront qu'elle est plutôt challengeante et source de croissance. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire prochainement, voici l'extrait d'un livre qui m'a été offert et ce fut en effet un vrai cadeau. Alors attention, je précise que ceci est un spoil car il s'agit d'une des dernières pages du livre. C'est comme ça que je me suis moi-même spoilée, trop impatiente, mais ça m'a donné envie de lire le livre dans son intégralité par la suite. Je vous invite donc à fermer les yeux si vous le souhaitez, à vous laisser bercer et trouver la réponse en vous. Osez. Osez faire, osez être naturel et resplendissant de joie, car c'est ainsi qu'est votre âme. Chaque minute de votre vie peut être consacrée à en faire une œuvre, l'œuvre de votre vie. Prenez-en conscience, maintenant. Si vous ressentez le besoin de changer de cap aujourd'hui, n'ayez pas peur du changement, de sortir de votre zone de confort. Pour faire de votre vie une œuvre qui vous remplit, qui vous rend fier. Vous avez chacun une place, un rôle, des talents. Exprimez-les pleinement. Ne mettez ni des comment, ni des peut-être si. Laissez votre cœur vous guider et vous montrer votre chemin. Vous l'avez sans doute constaté, votre mental vous freine trop souvent. Mais restez à l'écoute, car votre âme vous montre le chemin. Elle le connaît si bien, c'est elle qui l'a imaginé et taillé sur mesure pour vous. Faites que chaque jour compte dans la construction de votre œuvre personnelle. Appelez toutes les aides humaines et célestes dont vous avez besoin, et nous y répondrons. Soyez heureux, car vous ne déambulez pas sur la terre sans but ni chemin. Vous avez une mission pour la plupart discrète et silencieuse, mais sur cette terre, aujourd'hui, il est indispensable que chacun accomplisse au mieux cette incomparable expérience de l'incarnation. La Terre est une planète où tous les possibles sont disponibles. Vous êtes libre et créateur. Tout est réalisable pour vous, à l'échelle individuelle et collective. Votre expérience terrestre vous permet d'exprimer votre essence originelle, l'amour et la lumière. Et vous êtes toujours aidé, toujours accompagné. Ainsi, nous ne nous quittons pas. Nous sommes sans cesse reliés et interconnectés. Il suffit de vous rendre dans votre cœur et de nous appeler. Si vous ne deviez ne retenir qu'une seule chose, c'est ceci. Écoutez. Écoutez cette part en vous qui vous parle. Écoutez, car elle détient toutes les clés. Écoutez, car elle détient tout l'amour dont vous avez besoin. Nous avons été honorés de partager ces discussions avec vous qui nous lisez. Recevez notre amour infini et sans jugement. Et puis, soyez, tout simplement soyez. À très vite. Paix, joie et amour infini en vos cœurs, chers humains et chères âmes. Ceci est un extrait du livre « Suis ton âme, elle connaît le chemin » des deux auteurs Virginie Bobet et Violette Germont. Merci pour votre écoute.
Merci Emna. Très joli moment. Très joli moment. Merci à vous d'avoir été attentifs et attentives. Dernier épisode de ce dernier épisode de ce. Tu avais envie de rebondir? Juste un petit truc qui m'a beaucoup aidé moi quand j'étais dans cette période de doute, c'est il y a une citation. Malheureusement, j'ai pas l'auteur en tête, mais pendant très longtemps, je l'ai eue sur mon lavabo à la maison. Parce que comme ça, je la lisais tous les matins. Il était écrit « Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. » Edouard. Ah ben là, j'ai envie de rebondir parce que l'année dernière, j'ai eu un process là-dessus sur croire en ses rêves. Alors, c'est très bizarre parce que à un certain moment, j'avais oublié que j'étais moi et qu'à force de courir après mes rêves, il y avait une sorte d'illusion de toujours devoir courir après quelque chose. Et c'est aussi bon de se dire, de regarder là où on en est et de se rendre compte que les rêves d'hier, ils sont accomplis. Merci beaucoup, Edouard. On va passer à Carolina. Alors, Carolina, elle a une relation un peu particulière avec le citron. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a une relation intime avec le citron. Et d'ailleurs, elle va nous parler du citron sous toutes ses formes, ses astuces pratiques et métaphoriques. Balancez vos ondes positives. J'ai une question à vous poser. Qui connaît le womanizer? C'est un homme qui... c'est un terme pour un homme qui aligne les femmes, non? Non. Il y a un autre. En anglais, c'est womanizer, c'est un don Juan. C'est un objet. Allez, comment on appelle ça? Un sextoy, oui. Exactement. Je n'y connais rien. Womanizer. Ok. Alors exactement. Womanizer, c'est cette petite machine qui aspire le clito des femmes et leur fait du bien. Vous me direz, celle-là, elle ne fait que parler de cul dans ces 2 dernières chroniques. Celle-là, elle ne fait que parler de cul dans ces 2 dernières chroniques. Incroyable. Non, mais en fait, non. C'était juste pour faire un jeu de mots. Car moi, je n'ai pas de womanizer. Vraiment. En revanche, je suis une lemonizer. Ma vie, c'est 50 Shades of Yellow. J'infuse lentement mais sûrement depuis plusieurs années du citron dans ma vie et dans celle des autres à travers mon projet de Lemon Spoon. Croyez-le ou non, une petite dose de citron chaque jour, c'est à peu près pareil qu'un petit orgasme. Et maintenant, je vous invite tous à mordre dans le citron qui est devant vous. Jouissons à l'unisson. Alors donc, pour ceux qui n'auraient pas d'image, d'ailleurs vous ne l'avez pas, ou si peu, on aura un tout petit peu. Oui, je vais aussi mordre dans le citron. Chez vous. Donc 1, 2, 3, on mord tous. Mordre dans le citron, on aurait dû préparer ça à l'avance. Mais bon, il faut mordre dans le citron. Yum. Comme tous les matins. Je préfère les verts, les citrons verts. Ouh, ça me fait toujours le même effet. C'est bien pour ça que j'adore. C'est vraiment le royaume des expériences ici. Hein. Alors. Depuis toute petite. J'avais tendance à voir la vie de manière négative, déprimante, triste. The Lemon Spoon, c'est le nom de mon premier projet entrepreneurial, commencé en 2015. En français, ça veut dire la cuillère de citron. Et c'est la petite dose de soleil et de joie que j'ai eu besoin d'ajouter à mon quotidien. Depuis lors, le citron est une métaphore constante dans ma vie. Il en est devenu le fil jaune, le liant de tous mes plats. J'ai remarqué à quel point nous récalcitrons souvent le changement. C'est pourquoi j'utilise le citron comme métaphore pour aborder la mutation de ce monde d'un point de vue décalé. Il est un peu mon cheval de Troie. Je fais mordre les gens dans le citron parce que ça marque un changement d'état. La première fois qu'on mord dedans, c'est comme la première fois qu'on sort de sa zone de confort. Ça pique, on grimace, c'est inconfortable. Je vous vois encore. Hein. Jusqu'à ce que cette première fois devienne agréable et nous donne envie de le refaire.
Tout d'un coup, un nouveau Jules. Décidément. Rattrapé par la nature. Décidément. Ah, l'addiction. Ah, c'est bon. Le citron. Tout d'un coup, un nouveau jus coule dans tes veines. Tu bénéficies de toutes ses vertus. Énergie, santé et exotisme. Le citron, c'est la chaleur qui manque à mon corps, le sud qui manque à ma culture nordique. Il me rappelle que rire, et même rire jaune, c'est mieux que de pleurer. Il me rappelle pourquoi il faut vivre pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Le pire, c'est quand il m'arrive un pépin. Pourquoi est-ce qu'on appelle un problème un pépin ? Parce qu'on espère qu'il va être bref. Pour ceux qui n'auraient pas suivi Pépin le Bref, revoyez votre histoire. J'ai mis du temps. C'est samedi. Donc, je m'étonne qu'on appelle un problème un pépin, alors que dans un tout petit pépin est contenue une intelligence supérieure. Le pépin, tu l'enterres et un arbre pousse et donne même des fruits. C'est finalement dans l'ADN du pépin que se trouve l'information que je dois digérer pour comprendre que soit, disons, dans le pire, amène finalement le meilleur. En gros, mordre dans un citron, c'est donc un engagement vers soi-même et par conséquent, un engagement pour préserver la planète. Au cas où vous ne l'aviez pas compris, la raison de la couleur de mes lunettes, désormais vous comprendrez que je vois la vie en jaune. C'est comme voir la vie en rose, mais moi, rebelle comme je suis, j'ai choisi le jaune. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en jaune. Non, c'est suffit. Tout le monde connaît la phrase « When life gave you lemons, make lemonade ». Bon ben moi je prépare beaucoup de limonade parce que j'ai tendance à vivre comme un citron pressé certains jours. Et puis d'autres jours j'enlève mon écorce, je me savoure pour mieux me connecter à ma pulpe. Et même que parfois je ne suis pas juste un citron jaune, je suis un citron vert ou un citron bergamote. Et j'ose le dire aussi, parfois je suis un vrai citron caviar. Que voulez-vous, on ne peut pas changer nos racines. Pour info, qui connaît le citron caviar ? Vous connaissez ? Je connais pas. Non. C'est une variété de citron très très cher qui vient d'Australie, ou de grand luxe, qui vient d'Australie et ce sont des espèces de petites boules comme des boules de caviar qui vous explosent dans la bouche. Et la petite anecdote, c'est que je sais ce que c'est mais je ne l'ai jamais goûté. Voilà, c'est pas très écologique de le faire venir d'Australie. Bref. Bon, après, le moment poétique vient la partie pratique. Au-delà d'être excellent pour la santé, il se cuisine sous toutes ses formes, il est un exhausteur de goût naturel. Il enlève aussi les taches les plus tenaces, le calcaire dans la bouilloire, il aide aux imperfections de la peau, il éclaircit les cheveux. Bref, vous verrez, les recettes citronnées sont infinies. D'ailleurs, j'ai découvert une astuce encore récemment. Le matin, après avoir siroté mon eau chaude citronnée, je le frotte sous mes aisselles. Véridique, il n'y a pas de meilleur déo que ça. En plus, c'est bon marché. Mais le citron a-t-il un défaut parmi toutes ses vertus, finalement ? Oui, un seul. Mon lombricomposteur n'en veut pas. C'est trop acide pour les petits vers. Vous l'avez compris, de citron, je suis complètement saoule et au-delà de ça, ma mission est réussie si chaque fois que vous voyez un citron, vous pensez à mettre un peu d'humour, de santé et de changement dans votre vie. Qui veut de la limonade ? Merci beaucoup Carolina. Voilà, cette 4e émission qui se termine. Merci beaucoup d'avoir été là à nouveau au rendez-vous. Merci à toi Marc. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 15 jours. Vous nous retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes. Faites de la pub pour nous autour de vous et sur les réseaux sociaux. Tu voulais dire... Oui, sur les réseaux sociaux, Instagram, bvop.podcast. Notamment, bien si joué. vous voulez nous voir en images. Oui, parce qu'effectivement, c'est Carolina qui s'occupe de tout ça. Merci beaucoup et n'oubliez jamais, vous aussi, pour quelques sujets que ce soit, malgré les difficultés, balancez vos ondes positives. À la prochaine pour le 5e épisode. Ciao. Balancez vos ondes positives.